Et dans cette querelle, cette palabre africaine, devrais-je dire, la fin de l'histoire, pour reprendre l'intitulé des livres de Francis Fukuyama, la fin de l'histoire revient donc à l'histoire finalement, ou si vous préférez, à un historien. C'est peut-être l'homme qui est le plus proche de moi dans ce panel, au propre comme au figuré, qui est assis à côté de moi, mais c'est que le journalisme consiste à raconter des histoires. Mais attention, je ne m'y méprends pas. On sait très bien que les historiens vont au-delà de ce que nous faisons, la simple relation. Ils analysent, ils dissèquent, ils mettent en perspective. Professeur Edouard Okanye-Betogo est le chef du département d'histoire ici à l'université. Je ne sais pas si le département est toujours dans ses locaux. Voilà, donc ça veut dire qu'il est également ici, chez lui. Je n'ai donc pas, on va dire quoi, la légitimité pour lui demander de prendre la parole chez lui. Je vais simplement vous dire, professeur, que tous ces gens que vous voyez devant vous souhaitent vous écouter, vous entendre sur ce que vous appelez la France-Afrique, d'une réalité historique à une actualité caustique. Le titre est déjà assez caustique. Voilà. Je vais tenter de remettre la balle au centre en revisitant un certain nombre de concepts. Quand mon collègue du chef département de sociologie m'a fait l'amitié de me proposer de partager cette panel, d'échanger avec vous, il a prononcé juste quelques mots ou non qui ont attiré mon attention. Le premier mot, c'était France-Afrique. Et le second mot, c'était un nom, c'est Achille Mbembe. J'ai réfléchi à ces deux mots, non, et je les ai insérés dans une trame historique plus vaste. Ce qui s'appelle aujourd'hui la France-Afrique n'est pas un commencement, c'est un aboutissement. Et c'est un aboutissement qui ouvre vers d'autres aboutissements. Qui avait-il au commencement? Les anciens grecs et latins disaient quic recipitur ad modum recipiente recipitur. C'est lui qui reçoit, ne reçoit que de la manière dont il est configuré. Tout ce qui arrive n'arrivera que selon que les prélogomènes auront été posés. Alors, l'Afrique en situation qui subit les affres de la France-Afrique, que tout le monde a décrite comme une misère malheureuse, a rencontré différents peuples au cours de sa longue marche. Cette marche a commencé dans la nuit des temps. Et la typologie des rencontres est toujours la même. Ce sont des rencontres déformantes. Les premières rencontres de l'Afrique avec les autres, et je vais insister sur le mot des autres, parce que ceux qui m'ont précédé ici ont abondamment utilisé le mot nous. Il faudra bien comprendre qui sont les autres pour être capable de comprendre qui sommes-nous. Les autres, les tout premiers, étaient d'abord asiatiques. C'était les empires du croissant fertile, les Assyriens, les Néo-Babyloniens, qui venaient tous attirés par quelque chose, on ne sait trop quoi, qui se trouvait en Afrique. Revisitez les vieux grimoires, relisez les runes, les palimpsestes,
aborder les textes anciens. Et je vous recommande, parce que je sais que beaucoup d'entre vous l'ont approché, la Bible, la Sainte Bible, dont certains écrits ont été écrits plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Vous verrez de façon inlassable se répéter les peuples asiatiques venir en Afrique attirés par le même mobile, la famine, la recherche de pitance, de terre et de vie. Abraham, l'ancêtre des Juifs, fait partie de cette typologie. Il a faim et il vient vers l'Égypte et il prostitue sa femme. Il en reçoit des richesses, il en reçoit des esclaves, et il vole le rite de la circoncision qui servira à l'alliance éternelle de son peuple et qui lui permettra par la suite de nous asservir. C'est ici un élément central du rapport que l'Afrique bâtira avec les peuples en histoire. On lui prendra ses richesses et on les lui revendra. Plus tard, les dominations se succèdent dans le monde. Elles sont, après les néo-babyloniens, médo-perses. Elles sont, après les médo-perses, gréco-macédoniennes. Et le grand empire hellénistique va étendre sa domination jusqu'à l'Égypte. De l'Égypte, c'est lui qui va commencer à faire connaître le monde de l'Éthiopie, d'où viendra le nom Éthiopie, qui, dans le premier temps, désignait l'utopia, le pays de rêve où il y avait toutes les richesses. C'était ça le monde des Noirs pour la perception originelle de l'histoire. Et cette convoitise étrangère va se poursuivre avec le jeu gréco-occidental lorsque les Romains vont s'introduire dans le jeu politique oriental en défaisant l'empire hellénistique en décadence. On sait qu'Alexandre le Grand était mort très jeune, son empire a éclaté en 4 dialogues rivaux et les deux plus puissants étaient le dialogue égyptien des Lagides opposé au dialogue syrien des Séleucides. Et là-dedans, les Romains se sont introduits avec une stratégie très très prudente. La première opération a été de vaincre les Puniques, les Carthaginois, lors des guerres puniques. Vous saurez, les Carthaginois, qu'au départ, ce sont des Phéniciens, c'est-à-dire les anciennes souches africaines qui ont émigré dans le croissant fertile et qui sont revenus vers l'Afrique et ont dominé pendant longtemps le négoce et le commerce maritime sur la Méditerranée. Les guerres puniques ont raison de Carthage et rendent donc la possibilité à Rome de s'introduire dans les dernières dynasties ptolémaïques en Égypte. Et là, les derniers Ptolémées, particulièrement la reine Cléopâtre, va faire un jeu politique intéressant en choisissant le mauvais camp romain, celui d'Antoine, contre Batave. La bataille d'Actium en 1941 résout ce problème et nous avons Rome qui étend sa domination sur l'Égypte. Et de l'Égypte, il va conquérir la Syrie à l'époque où naît le Christ. L'Égypte devient donc une cible. Ce qui apparaît comme le centre de l'histoire, le Christ n'est en réalité qu'un sous-détail de cette période. Le Christ étant lui-même pauvre charpentier de cette région. Donc, quand nous visitons l'histoire, l'Afrique est le centre du monde et le centre de toutes les convoitises. C'est une mystification qui finit par la faire l'appendice. Pour rester dans le débat, il y a beaucoup court. C'est aussi le rectum de la planète. Nous voici donc dans une situation que nous dirons, je vous avais promis une réalité caustique. Je crois que nous y entrons. Nous y pénétrons. Nous sommes vraiment dans le débat actuel. Alors, au début de l'ère chrétienne, les réalités qui trouvent leur base en Afrique commencent à avoir pour centre du monde un espace extérieur à l'Afrique. Parce que le peuple juif dans lequel Jésus naît, grandit et où va se répandre son message,
cherchez-le dans ce qu'il est, dans ce qu'il dit être, dans comment il a voulu être, où il a marché, qu'est-ce qu'il a construit. Vous trouverez de façon pérenne, permanente et fondamentale l'Afrique présente partout. Même le Christ ne serait pas vivant si sa famille, dans son jeune âge, ne se serait pas réfugiée en Afrique. On se pose la question, quelle est cette étrange logique qui pousse un jeune Galiléen résident en Galilée de traverser tout le pays, de traverser le désert du Negev pour aller se réfugier en Égypte, alors qu'il aurait pu fuir en Syrie, tout à côté, où ça aurait été plus facile. Il y a toute une typologie et une volonté intentionnelle de cacher l'apport de l'Afrique dans la dynamique existentielle des peuples qui vont construire le raisonnement du monde. Et le Christ, et ses apôtres, et ses pères, patriarches de l'Église, et les docteurs, qui vont répandre l'Église, se retrouvent confrontés à la réalité romaine, qui est dominatrice, comme chacun le sait, mais qui est surtout avide de richesse. La réalité romaine de l'époque, beaucoup ne le disent pas assez, c'est d'abord nourrir cet immense empire et cette ville sainte qu'est Rome, qui consomme près de 200 000 boisseaux de blé, qu'on ne trouve pas ailleurs qu'en Égypte. C'est l'Afrique qui dispense toute la richesse de cette époque. L'empire impérialiste ne fait que s'en nourrir et s'en répète. Cet empire qui vit de pillage, qui est une censure greffée sur les dos du peuple, qui s'accroît sans arrêt, ne pouvait que s'effondrer. Et c'est arrivé par le coup d'autres envahisseurs qu'on appelle barbares, comme s'il était un peu moins que l'Empire lui-même. Et ces Germains font effondrer le bloc occidental de l'Empire romain en ouvrant une nouvelle période pour l'Afrique. L'Afrique romaine se trouve pendant un certain temps plongée dans le pillage des peuples vandales. Et c'est sous cette domination où les vandales disputent aux chrétiens que naît l'islam. L'islam naît en Arabie, mais très vite son avenir est conditionné par l'Afrique. L'Égypte tombe en 650 avec le raid de Ibn al-As. À partir de là, c'est pratiquement 75 ans où toute la conquête de l'Ifriqiya maghrébine. Et de l'Ifriqiya, les arabo-musulmans se répandent vers l'Al-Andalus ibérique, où ils vont fonder le grand royaume à partir duquel ils vont reciviliser l'Europe qui était devenue des cadavres. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Leurs commerçants, leurs explorateurs, leurs géographes et leurs savants, leurs prédicateurs commencent à traverser le désert. C'est eux qui répandent l'information dans le monde arabo-musulman qui irradie à cette époque sur la réalité de l'Afrique. S'installe alors un étrange commerce. Les Arabes achètent de l'or en Afrique. Et très vite, toute l'économie africaine se met en marche pour fournir cet or qui est recherché aux différents empires qui se créent. Le premier étant l'empire Moabite au Maroc, le second va être l'empire du Kanem, dans la région du Grand Lac. Il faut de l'or. Avec quoi paye-t-il cet or? Vous serez surpris, il le paye avec du sel. Ce sel n'est pas le sel maritime, on le prend à la mer. C'est le sel minéral qu'on creuse dans le désert. Pour creuser dans le désert, il faut des creuseurs. Vous trouvez des gens qui acceptent d'être des creuseurs, il faut des esclaves. Nous avons une typologie de richesse où c'est le même qui donne l'argent avec laquelle on achète le produit et le produit qu'on achète. Et les gens qui vont produire le produit. Nous avons donc un commerce dans sa nature fondamentalement inéquitable, dans lequel la censure s'enrichit, elle qui n'a pas cessé de s'enrichir au cours des millénaires précédents.
Elle n'a pas seulement puisé les richesses minérales, elle n'a pas seulement puisé les richesses matérielles, elle n'a pas seulement puisé les richesses morales, elle n'a pas seulement puisé les richesses théologiques, elle puise désormais aussi les richesses humaines. Et ça dure non pas des années, non pas des décades, non pas des siècles, mais des millénaires. Cette domination vient de loin. Elle est assise sur des fondements solides. Alors, cette traite arabe, qui commence depuis très longtemps, va rapidement être concurrencée par une traite européenne. Il faudrait comprendre la traite européenne dans ses fondements. L'Europe a été décadente après la chute de l'Empire romain. Par la suite, elle a commencé à essayer de se reconstruire autour de l'Église chrétienne. Et l'Église, à l'époque, quand on disait l'Église, ça nous renvoie à une seule réalité, l'Église catholique romaine. Alors, cette Église catholique romaine, intolérante, bigote, qui a marqué toute l'histoire européenne, a promu un certain nombre de familles en constant conflit les unes avec les autres et se disputant les terres. C'est un Moyen-Âge assez égoïste et cupide qui se fonde en Europe. Et quand il se fonde ainsi, l'Église catholique l'oriente vers une nécessité fondamentale pour sa survie à elle, la lutte contre l'arabo-musulmane. Elle s'incorpore dans un mot qui a été longtemps galvaudé ici, la croisade. Il s'agit de retenir l'arabo-musulman, de le chasser d'Europe, de le cantonner, ou si c'est possible, le vaincre. D'ailleurs, il y a une étrange fiction qui est mise à cette période. Il existerait, quelque part vers l'Afrique, un roi chrétien qui s'appellerait le roi Jean. C'est une fiction, un de ces mensonges historiques qui naissent comme ça. Parce qu'il y a un jeune asiatique, un jeune européen, qui s'appelait Marc Paul, c'est un italien, on dira Marco Polo, qui a voyagé vers la Chine. Il a découvert le royaume d'un prince mongol qui s'appelle Kubilai Khan. Et là-bas, chez le Khan Kubilai, il a trouvé les chrétiens nestoriens, une vieille croyance qui avait été repoussée d'Europe. Et Kubilai Khan, dans son esprit tolérant, les avait acceptés. Il est rentré, comme on ne connaissait pas très bien la géographie de l'époque, il s'est cru que ce prince-là se trouverait en Afrique, qu'on ne connaissait même pas davantage. Donc, l'Afrique intéresse pour ses mobiles stratégiques. Elle peut aussi fournir les soldats nécessaires pour vaincre les Arabes, en plus de tout ce qu'elle a déjà fourni jusqu'à présent. La croisade entre Européens et Arabes apporte aussi quelque chose de nouveau. Elle apporte la circulation de l'or. Parce que même si on fait la guerre, on échange quand même. Et cet or va permettre à l'Europe de battre ses monnaies. Parce que les deux monnaies de l'époque sont le florin italien et le ducat ibérique, qui sont battus sur l'or africain. Il n'y a à cette période pas d'autre endroit où l'or se trouve. Et vient d'Asie une nouvelle richesse, les douceurs. On sait déjà que l'Asie fournissait des épices, mais il commence à y avoir des douceurs. Les douceurs que vous trouvez assez commodes aujourd'hui ont fait l'histoire. C'est le thé, c'est le café, c'est la menthe, c'est le chocolat, je crois que les femmes en raffolent, et c'est surtout le sucre. Parce qu'avant, on sucrait les produits avec du miel. On peut trouver partout dans toutes les cultures. Mais le sucre à l'époque ne venait que d'Asie. Alors il se découvre que le sucre peut être cultivé sur des sols africains. Alors tout de suite, commence à se développer en Europe la pensée que le saint évangile de Jésus-Christ doit être prêché en Afrique. Vous ajoutez à cette réalité historique la conjoncture de mort dans laquelle l'Europe se trouve. Elle était déjà pleine de ces guerres entre elles. Il y a des endémies très sévères qui la ravagent. Le choléra de ce côté, la peste bubonique. La mort noire, comme on appelle la peste bubonique d'ailleurs, a décimé plus du tiers de la population européenne.
en pratiquement quelques 10 années. Donc l'Europe était serrée. Vous avez vu les hasards, la mauvaise culture, les noblesses continuellement cupides. Ça, c'était une position vraiment propice à mener des guerres que vont commencer le Portugal. Bon, évidemment, on pourrait rentrer un peu dans la petite histoire du Portugal pour le voir dans sa position géographique, le pays le plus excentré d'Europe et le plus proche de l'Afrique, quand il commence ses conquêtes. On pourrait voir aussi la progression des techniques de navigation, parce qu'à l'époque, les grands navigateurs étaient plutôt asiatiques. L'Europe ne connaissait de navigation que sa Méditerranée. Donc c'est le Portugal, le pays le plus avancé, qui commence à comprendre que l'avenir est en Afrique. Et le Portugal lui-même est un accident de l'histoire. Parce que lui, le Portugal, n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu une fronde de sa noblesse contre le royaume de Castille, qui était en fait héritier de cette île. Alors cette noblesse s'est ralliée derrière la famille Avise. Elle lui a donné un royaume, mais qui était petit, qui était aride, qui était pauvre et qui était ravagé. Conclusion, le Portugal doit mener sa guerre en Afrique, au Maroc. 1415, il conquiert ce pays. Deux problématiques de la conquête de ce cas au Maroc. Premièrement, sécuriser la conquête, la transformer en monde chrétien. Deuxièmement, continuer l'exploration. Ça, c'est le prince Henri, qu'on appelle aussi le navigateur, qui va le poursuivre. Henri arrive d'abord au Sénégal de Mauritanie, à Guine, puis rapidement, un homme Mina de Oro, non, à Guine, au Ghana, Mina de Oro, et ensuite la côte du Bénin. Vous comprenez comment il arrive que nous devenions le Rio dos Camaros. C'est là-dedans que le Cameroun entre, pour ceux qui ne le savaient pas. Bon, alors, toutes ces conquêtes-là visent à mieux connaître l'Afrique, créer un nouveau cadre de richesse que l'Afrique va former. Les premiers barils de rhum qui s'achètent et se vendent, les premiers éléments proviennent des plantations de rhum du Portugal à Arguine, à Sao Tomé. Donc l'Afrique donne encore les produits du commerce qui vont la vider de ses hommes et de ses richesses. Selon une économie de razzia, de chasse, de pêche et de cueillette qui à tous les niveaux est défavorable à l'Afrique, qui va construire ce que Karl Marx a appelé l'accumulation primitive du capital. Et si vous lisez l'Encyclopédia Universalis et vous lisez les théories, on tend à mépriser cet étrange commerce par lequel l'Afrique a fourni 20 millions de travailleurs selon les hypothèses minimalistes, 40 millions selon les maximalistes, a perdu dans le lot le double comme être humain, a vu ses sociétés déstructurées, ruinées, a vu l'avancement de son développement endogène stoppé. On tend à présenter que l'Europe n'aurait eu en fait de capital que dû à son excellent génie et à sa connaissance. Et vous pouvez, puisque vous réfléchissez à ces questions, je passe au contrôle de mon confrère philosophe. Spécialisé généraliste. Vous connaissez cette histoire qu'on attribue à Newton. Newton, sous son arbre, voit tomber un fruit et il pose la question, pourquoi ce fruit n'est pas plutôt monté? Et les réflexions qui s'ensuivent, il découvre la théorie de la gravitation. Bon, on peut avouer qu'une société où les gens peuvent se poser la question sur le pont qui monte est une société pour le moins oisive. Parce que les sociétés qui sont préoccupées à fuir les esclavagistes, à guerroyer pour leur survie, elles ont d'autres préoccupations. Voilà de quelle histoire l'Afrique émerge pour plonger dans les impérialismes. Les impérialismes sont consacrés par un moment très fort que tout le monde connaît, la conférence de Berlin. La conférence de Berlin a été précédée par les explorations de Cameron, Henry Morton Stanley, tous ces pillards qui ont fréquenté l'Afrique et qui ont signé de curieux accords avec les chefs locaux
dans lesquels aucun des chefs signataires ne savait de quoi il était question. Chacun d'entre vous a découvert avec effarement cette lettre des chefs Douala qui écrivait à sa gracieuse majesté qu'ils sont fatigués de gouverner leur population. Vous comprenez donc tout l'intérêt, toutes les sociétés qui s'associent pour piller l'Afrique. Elles ont une longue histoire et elles le font avec la conscience qu'elles font un devoir moral. Elles ont construit un raisonnement dans lequel c'est du bien qu'on fait à l'Afrique. D'ailleurs, on doute même de l'humanité. Si vous n'êtes pas humain, comment auriez-vous l'histoire? Vous savez que les serpents protestent fortement de la théologie du jardin d'Éden. Ils disent que c'était pas eux. Et ils appellent. Je vais conclure ça. Ils disent, en appelant au secours, l'observation directe. Et si on regarde bien l'homme qui était dans ce jardin, il avait un serpent lui aussi. Donc, on n'a pas assez réfléchi sur la nature du fils. Était-il tendu, fendu? Bon, cette réflexion, vous savez que nous sommes pris par une partie du temps. Il y a bien des choses à dire sur la France-Afrique. On voit qu'elle a une très longue histoire qui part d'une réalité historique à une réalité caustique. Je dois avoir rempli ma part de contrôle.